Alors, je dirais que ces métiers sont considérés dans tous les pays comme traditionnellement féminins. Peut-être qu'en France, on a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, la psychanalyse est française, puisque la psychanalyse est lacanienne, et on a eu des grandes psychanalystes comme Dolto ou Maud Manoni, qui ont, Dolto avec les Maisons Vertes, qui ont vraiment apporté quelque chose de nouveau et de neuf par rapport justement à la prise en charge de la petite enfance. Ce qui fait qu'en France, ce n'est pas du tout des professions dévalorisées. Alors, je dirais même que le care, donc ce qu'on appelle le care, le soin traditionnellement est féminin. En France, par exemple, la médecine aussi aujourd'hui est de plus en plus féminine. Et nous avons des grandes chirurgiennes, la chirurgie est de plus en plus féminine. Donc on peut penser qu'en Bulgarie aussi, ça va arriver, qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais enfin, voilà, hein, on peut penser que les métiers du soin ne seront pas seulement la petite enfance, mais aussi la médecine pour les femmes. Alors, cet échec, enfin, quelles conséquences au fond de l'exclusion des hommes je ne sais pas comment c'est, je ne connais pas la situation bulgare, mais en France, on a des hommes, de plus en plus de psychologues hommes qui viennent et qui s'occupent aussi des enfants. On sait bien que quand il n'y a pas d'hommes dans un groupe de femmes, immédiatement, évidemment, il y a des effets, il y a une mère supérieure, si j'ose dire, qui se met en place. Donc je pense que c'est plutôt, enfin, que les effets sont surtout sur les femmes, beaucoup plus que sur les enfants. Hein. Les enfants, ils vont trouver des références masculines ailleurs, mais je pense qu'en effet, pour les femmes qui travaillent dans ces métiers-là, si elles ont des supérieures qui sont des femmes, alors ce sont des mères supérieures, et dans quel cas, le surmoi étant maternel, hein, surmoi, dans l'entre-femmes, c'est le maternel hein, qui prime, et donc à ce moment-là, effectivement, c'est un surmoi extrêmement féroce hein, qui se met en place. Donc je dirais, voilà ce que je pourrais dire sur cette question, voilà, en espérant que la situation va évoluer en Bulgarie. Alors oui, il est parti du politiquement correct et pour avoir beaucoup travaillé aux États-Unis, le féminisme là-bas l'impose d'une façon drastique et terrible, c'est-à-dire qu'il perd son sens en effet. Bon, alors, est-ce que ça va changer le langage? Non. On sait bien que le savoir inconscient ne sait rien du féminin, et de ce point de vue-là, ça ne changera pas les choses, hein, de mettre il, elle. Par contre, les femmes elles existent. Et donc, c'est vrai que ce il, elle, finalement, petit à petit, en France aussi, on s'est non pas tant habitué à le dire, mais quand on l'entend, c'est comme une piqûre de rappel. On se souvient que la moitié des êtres humains du monde sont des femmes. Et c'est pas, je trouve que c'est bien d'avoir régulièrement comme ça cette façon de rappeler qu'en effet les femmes existent elles. Hein, si le féminin n'est pas pris en compte dans l'inconscient, il n'empêche que les femmes existent. Alors il y a aussi, par exemple, on a féminisé un certain nombre de métiers en France. Par exemple, auteur, hein, qui en France se dit, on dit un auteur, que ce soit pour une femme ou un homme, traditionnellement. Maintenant, on dit aussi une auteure, avec un E au bout. Moi, je trouve ça intéressant, finalement, je l'utilise aussi, j'ai pris l'habitude hein, de l'utiliser aussi. Je trouve que c'est intéressant de savoir que, au fond, de savoir le genre de l'auteur, de savoir que c'est une femme qui a écrit, et non pas un homme. Il y a des prénoms, et j'en sais quelque chose, puisque moi j'ai un double prénom qui est mixte, qui peut aussi bien être masculin que féminin, et ça tient juste au petit E de Noël que ça devient un prénom féminin. Très souvent, d'ailleurs, je le vois écrit sans ce petit E, et dans quel cas, c'est un prénom masculin. Donc voilà, ce petit E en plus, moi ça ne me dérange pas, et même je l'utilise volontiers. Voilà.
Alors, les gitanes, non pas les gitanes bulgares, mais ce qu'on appelle, enfin les Roms, hein, en France on les nomme les Roms, c'est en pleine actualité en ce moment en France, d'autant plus que la police française a cueilli une jeune Rome kosovare, et, alors qu'elle était en sortie scolaire, et donc l'a renvoyée dans son pays. Alors, il se trouve que le terme de cueillir en France, ça dit aussi, on cueille quelqu'un, ça veut dire qu'on le prend par surprise, hein. On le rafle par surprise. Voilà. Alors, évidemment, ce terme de cueillir, des cueilleurs, moi, ça m'a évoqué Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, et ce qu'il dit de ces sociétés qu'on disait jadis primitives, c'est-à-dire qu'on pensait, j'ai appris d'ailleurs dans mon enfance que les Gaulois, hein, vivaient de la cueillette et de la chasse, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait une progression comme ça des civilisations, et Claude Lévi-Strauss a remis tout ça en cause en montrant que eh bien, ces sociétés justement sont des survivances, hein, de grandes civilisations qui ont été détruites par les génocides. Alors je me disais que finalement ces matières premières qu'ils cueillent, vos gitans, au fond, d'où viennent-ils? On les a pillés en Afrique. L'Europe les pille en Afrique, la France en premier lieu depuis des siècles, mais pas seulement. Voilà, donc je me disais que finalement ce terme de cueilleur, peut-être que ça indexe un symptôme de nos sociétés occidentales, hein. Claude Lévi-Strauss disait que le progrès se dévore lui-même, c'est-à-dire que le progrès engendre sa propre destruction, la propre destruction de ce qui existe, de la nature, par exemple, des matières premières, etc. Alors peut-être que les Roms, actuellement, justement, avec cette expression de cueillir les choses, c'est ça qu'ils nous rappellent. Je dois dire que je ne connais pas bien l'histoire des Roms, et que c'est quelque chose qu'il est nécessaire maintenant de connaître compte tenu de ce qui se passe en France. Il y a 20 000 Roms en France, ce qui n'est rien. On est 60 millions de Français, il y a 20 000 Roms, et ça fait les premières pages de tous les journaux. C'est-à-dire que les Roms sont en train de devenir les boucs émissaires, hein, de tous les maux de la société française. Donc voilà, donc moi ce terme de cueillir, j'avoue que je l'ai reçu d'une façon... voilà, disons, comme aussi un rappel à l'ordre de quelque chose. Hein, voilà. Certainement, certainement, il y a une différence. Quand on lit la littérature, et même les philosophes, les grands philosophes, on est souvent frappé de ce qu'ils peuvent dire des femmes. Je crois que les hommes, au fond, évoquent les femmes à travers leurs fantasmes, ne peuvent voir les femmes qu'à travers leurs fantasmes. Alors longtemps, par exemple Rousseau, hein, Rousseau quand même, le Rousseau du contrat social, pour l'éducation des garçons, hein, pour l'éducation de l'Émile, il lui a fallu 4 livres, écrire 4 livres. Pour l'éducation de la fille, de la petite Héloïse, un seul livre a suffi. Parce qu'au fond, pensait-il, pour les filles, il suffit qu'elles sachent manier l'aiguille et un peu s'occuper des enfants et de la maison, et le tout est dit. Hein. Ça suffit. Je pense aussi à Molière, dans la pièce dont le nom m'échappe parce qu'on est en Bulgarie, là, l'école des femmes, voilà. L'école des femmes, où on voit Arnolphe qui veut une femme, c'est une jeune fille qu'il a élevée depuis l'âge de 4 ans au couvent, et dont il veut faire sa femme, et surtout ce qu'il ne veut pas, c'est qu'elle soit capable de penser. Il veut qu'elle reste sotte, il le dit vraiment. Qu'elle ne soit pas capable de penser, parce que si jamais elle s'émancipait, alors elle lui échapperait. Hein, et donc évidemment, bon,
il a peur d'être trompé hein, par cette jeune femme. Il se trouve qu'elle va lui en préférer un autre, hein, un Benet, un jeune Benet. Voilà. Alors on voit bien à la fois cette peur des hommes, au fond, de ce qui échappe de ce qui échappe de la femme, de ce qui peut échapper de la femme. Et on sait bien que toujours, et encore aujourd'hui, toujours les sociétés ont domestiqué la femme par la mère, hein, en les rendant mères. C'est une façon de faire rentrer ce qui échappe de la femme dans la signification phallique. Alors, les hommes, moi je suis souvent frappée, même parmi mes collègues psychanalystes qui ont l'habitude d'écouter des femmes, quand ils parlent des femmes, eh bien, on voit que c'est toujours à travers leur fantasme. Freud l'avait dit, hein, la maman ou la putain, hein, le ravalement de la sexualité masculine, hein, le plus commun des ravalements de la sexualité masculine. C'est ça, cette division entre la maman et la putain. Ben pour certains, en effet, on voit que la femme, c'est quelque chose de sacré, d'idéal. Pour les autres, c'est au contraire l'objet de séduction, ou bien même l'objet terrifiant. Enfin, on voit bien, hein, d'Ève à la Vierge, on pourrait dire, là on a toute la panoplie, hein, tout l'éventail des figures féminines du fantasme masculin. Alors les femmes c'est un peu différent. Je dirais que les femmes, d'abord, elles ont un savoir-faire avec le phallique que souvent les hommes n'ont pas. On voit bien combien les hommes sont embarrassés avec le phallique. Les femmes, elles ont une façon de faire avec le phallique, c'est-à-dire qu'elles savent que c'est une dimension quand même où on peut manier le semblant. Pas toutes les femmes, hein, mais un grand nombre de femmes, et à tous les siècles. On a vu ça à tous les siècles, on n'a pas attendu Lacan pour le dire. Des femmes ont su manier le semblant dans le phallique, et donc elles sont tout à fait à l'aise hein, dans le phallique. On le voit bien aujourd'hui dans le monde, enfin l'avenir, le monde est féminin et l'avenir est féminin, bien entendu. Elles ont aussi à faire autre chose, hein, elles savent qu'elles ont aussi à faire autre chose, qui est peut-être plus compliqué. Alors, d'une part, le rapport au surmoi maternel, quand elles n'ont pas réussi à le mettre à sa place, et d'autre part, eh bien, la question du féminin, c'est-à-dire comment faire avec. Et là, évidemment, chaque femme doit inventer sa façon de faire avec le féminin, hein, avec ce féminin qui n'existe pas. Alors, je me disais aussi, avec votre question, que Freud, comme Lacan, avaient 70 ans, tous les deux, à plus de 70 ans même, au fond, quand ils ont pris en compte, quand ils ont su parler des femmes, je dirais. Hein. Jusque-là, au fond, eux aussi, ils tâtonnaient. Et puis, aussi bien Freud, hein, dans les années 30, que Lacan, enfin 1930, que Lacan dans les années 70, 1970, là, l'un et l'autre, on voit que, au fond, ils ont su parler des femmes autrement qu'à travers leurs fantasmes. Et voilà, peut-être qu'il faut qu'un homme ait 70 ans, plus de 70 ans, pour commencer à pouvoir parler des femmes, tout simplement.